Merci, bienvenue à ce débat consacré à la transposition de la directive restructuration et insolvabilité, débat qui est co-organisé par le groupe Professions juridiques libérales et de conseil de Sciences Po Alumni et ce groupe particulier des anciens de l'école de droit de Sciences Po. Et au nom du groupe Professions juridiques, je remercie en particulier Lucie Ndonza, la présidente des anciens de l'école de droit, pour cette co-organisation qui, je n'en doute pas, sera amenée à se renouveler très régulièrement. Nous allons être progressivement une bonne quarantaine de participants, certains en salle, beaucoup plus par Zoom, par la magie de la technique. Je précise que la retransmission Zoom va faire l'objet d'une captation. Cette captation est uniquement centrée sur les intervenants, pas sur le public. Le but de cette captation étant notamment de répondre à des demandes qui nous ont été faites de certains camarades qui ne pouvaient pas se libérer malheureusement ce soir, de pouvoir néanmoins rattraper ce qui sera dit et également de donner un accès à cette soirée aux étudiants qui sont pour la plupart retenus par des cours encore à cette heure déjà avancée de l'après-midi ou de début de soirée selon le point de vue que l'on prend. Donc il y aura un lien qui sera proposé pour pouvoir retrouver nos échanges. Le sujet va être abordé sous 3 angles, 3 juridictions avec 3 grands intervenants, dans un ordre qui nous amènera de la France à l'Allemagne, avant de revenir à l'Italie, qui pose vous le verrez, des questions spécifiques sur cette question de transposition. Et nous écouterons successivement Reinhard Daman, Joachim Ponsek et Lisa Alice Julien, que pour présenter, je laisse la parole à Lucie, qui va nous en dire quelques mots. Merci, bonsoir à tous. C'est assez étrange de présenter une conférence duale, mais je me prête à l'exercice. Comme vous le ressentez peut-être, l'ambiance est bonne à la table, la table filmée. Et je suis très heureuse de pouvoir présenter cette conférence que nous organisons depuis déjà quelques mois avec mes camarades de Sciences Po Alumni. J'ai l'honneur donc de présenter nos 3 intervenants. Tout d'abord, Maître Reinhard Daman, diplômé des facultés d'Aix-en-Provence, de Sciences Po et aussi docteur en droit. Reinhard Daman est avocat au barreau de Paris depuis 1990. Il est aussi professeur affilié à l'école de droit, chargé de cours à la Sorbonne. Maître Daman a été longtemps associé dans des cabinets anglo-saxons et il a désormais son propre cabinet, Daman Avocat, depuis 2020. Il est très connu en tant qu'expert du restructuring, du droit des procédures collectives, et nous offrira son point de vue sur la situation, principalement en droit français. Ensuite, nous aurons la présentation de Maître Joachim Ponsek, qui nous fait le plaisir d'être présent et d'avoir fait le trajet depuis Francfort. Maître Ponsek est diplômé à la fois de l'Université française, Paris 12, mais aussi de l'Université de Mayence. Il est avocat depuis 2011. Il a complété sa formation avec un MBA de la Frankfurt School of Finance. Lui aussi spécialisé en restructuring et en procédure collective. Il est trilingue et nous fait l'honneur de présenter aujourd'hui en français. Et enfin, nous avons Maître Lisa Alice Julien, qui est aussi venue de loin, d'au-delà des frontières, de Milan. Maître Julien, après un Abibac, donc franco-allemand, a été diplômé successivement de l'école Bocconi à Milan, puis de Sciences Po Paris et enfin d'un LLM de Boston University.
Elle est inscrite au barreau de Milan et de Paris et exerce sa carrière d'avocate depuis une douzaine d'années entre la France et l'Italie, avec une expertise plutôt tournée sur fusion-acquisition, donc M&A, ainsi que le restructuring, encore une fois. Après des expériences dans différents cabinets internationaux, Maître Julien est désormais associé du cabinet Grimaldi, un des principaux cabinets d'avocats en Italie. Je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir fait le déplacement, de pouvoir nous parler basé sur votre expérience pratique. On est basé à Paris, mais la conférence est d'une certaine manière internationale. On aurait pu la faire en allemand, en italien, on l'a fait en français. En tout cas, on espère que les échanges vous satisferont. Grand merci et je laisse tout de suite la parole à Maître Daman pour le point de vue français. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, lorsque j'étais jeune, j'étais un fanatique de Tintin. Et vous avez vu, Tintin, pour atteindre la Lune, il avait une petite fusée qui était en construction. Et donc, cette fusée a plusieurs étages. Et qu'en matière de procédure de restructuration, c'était à peu près identique. Donc, pour atteindre l'objectif d'une restructuration et réussir donc l'atterrissage sur la Lune, il faut construire une fusée à plusieurs étages. Et ce qu'on va essayer de faire ce soir ici avec mes camarades. Et donc, la première étage de la fusée, vue du côté français, c'est que la France a développé, avec un grand succès depuis une bonne trentaine d'années, les procédures dites amiables. Alors, qu'est-ce que c'est une procédure amiable? C'est une procédure confidentielle, essentiellement, ça s'appelle la conciliation. Il y a aussi le mandat ad hoc, mais surtout la conciliation. Alors, cette procédure amiable va réunir autour d'une table des discussions pour trouver une solution, comme on dit, amiable, c'est-à-dire consensuelle avec l'ensemble des participants. Et là, ça fonctionne de la manière suivante, c'est que vous avez un débiteur qui se trouve en difficulté financière, et en difficulté financière, en règle générale, vous avez une sorte de club autour de table des principaux créanciers. Bancaires, en règle générale, vous avez des fonds d'investissement. Quelquefois, vous avez des constructeurs automobiles, donc les partenaires industriels, quelquefois, vous avez des bailleurs, mais en règle générale, c'est comme des financiers. Et ces personnes sont donc invitées par des conciliateurs autour d'une table, comme ce soir, pour essayer de trouver une solution. Une solution de restructuration. Et les personnes qui ne souhaitent pas participer, bon, il faut avoir des mécanismes en droit français pour pouvoir éviter que ces personnes qui ne souhaitent pas participer perturbent en quelque sorte les discussions, en assignant les débiteurs en exécution forcée des sûretés ou en demandant le remboursement des créances et donc provoquant la cessation de paiement de notre débiteur. Donc il faut un mécanisme, mécanisme qui permet aux débiteurs de se protéger contre ces éléments un peu nuisibles à la discussion. Et donc ça, c'est en droit français, c'est fait à travers un mécanisme bien connu de la période de grâce, donc du droit civil. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez un groupe de 15 personnes ou de 20 personnes, ce n'est pas forcément facile de trouver l'unanimité. En règle générale, vous avez toujours des opinions divergentes. Donc l'unanimité, c'est difficile à atteindre. Alors, comment fait-on pour obtenir l'unanimité? Parce que la conciliation, elle ne peut être consensuelle et tout le monde doit signer au bas de la page. Et donc, c'est pour cette raison-là que la deuxième étage de la fusée est très importante parce que on ne peut pas atterrir sur la Lune si on n'est pas capable d'actionner la deuxième étage et d'inciter les personnes qui participent à la discussion amiable d'être raisonnables, de faire des compromis, d'accepter de mettre de l'eau dans leur vin. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le conciliateur va leur dire, écoutez, voilà ce qui va se passer si, d'aventure, vous ne serez pas d'accord. Donc, qu'est-ce que sera la solution en cas de procédure collective, en cas de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, lorsque vous êtes obligé, en réalité, d'accepter, contraint et forcé, une solution que vous n'aimez pas. Et en plus, l'entreprise va s'abîmer, et donc c'est une situation de lose-lose. Tout le monde va y perdre. Donc, soyez raisonnables, et comme ça, on a un scénario win-win, on va gagner, tous. Chacun va garder
une partie importante, le débiteur va être à l'abri des poursuites, et il est dans une procédure qui est une procédure confidentielle, et elle est transparente. Le marché a développé comme principal mécanisme, le conciliateur va demander aux gens du chiffre, les EY, les KPMG, les Mazars, les Aid Advisory, etc., tous ces gens-là, les Pricewaterhouse, je ne vais pas les oublier. Donc vous avez comme ça des gens du chiffre qui sont là pour auditer objectivement la situation. Donc il faut faire deux choses. Il faut regarder les origines des difficultés et il faut aussi auditer le business plan. Où on va, pour essayer de savoir si oui ou non cette restructuration financière qui est donc projetée par un débiteur, est-ce qu'elle est viable? Est-ce qu'on va durablement restructurer l'entreprise? Et ce qui est important, parce que mettez-vous à la place d'un banquier. Le banquier doit passer en comité. Il a donc présenté un plan. Il doit dire, voilà, on va ne pas être remboursé tout de suite, on va attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, on va augmenter peut-être notre marge, on va recevoir nos restructuring fees, mais quand même, les risques augmentent. Et si on demande au banquier d'abonder une partie de la créance, donc le fameux haircut, c'est compliqué. Donc, il faut démontrer qu'en réalité, c'est nécessaire et c'est proportionnel aux efforts. Et vous avez des règles comme ça d'égalité. Un banquier n'acceptera jamais que son confrère va être traité moins bien que lui. Et donc, vous avez comme ça des règles non écrites de la place de Paris qui ont été développées par les praticiens avec le tribunal de commerce de Paris et le tribunal de commerce en général, qui chapeautent en quelque sorte ces discussions. Et ça donne un cadre très efficace, confidentiel, transparent pour trouver une solution. Et dans la mesure où en droit français, la procédure collective, c'était en quelque sorte quelque chose qu'il fallait éviter, parce que cette procédure collective était pro-créancier, elle était donc quelque chose qu'il fallait absolument éviter. Et donc les banques étaient très contents de pouvoir solutionner le problème à travers une négociation avec le débiteur aidé par un conciliateur qui propose des solutions. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant de faire ça par voie de contrat et au lieu de le faire par un plan imposé par un tribunal dans une procédure collective assez inefficace, destructrice de valeur et qui aurait en réalité fait en sorte que tout le monde aurait été perdant. Et donc, c'est cette solution qui s'est dégagée comme étant la meilleure façon de régler des problèmes très en amont des difficultés financières, très en amont des cessations de paiement ou de surendettement, comme c'est le cas en Allemagne. Et donc, la France a développé un modèle qui était extrêmement performant dans la première phase de notre fusée. Elle était remarquable. Il n'y a pas mieux en Europe, il faut le dire, sans aucune hésitation. Et le modèle français, lorsque la directive a été négociée à Bruxelles, a été montré comme un exemple à suivre pour enclencher d'une manière vertueuse cette première phase des discussions pour trouver une solution amiable. Mais, et c'est là où la France avait du retard, la deuxième fusée, la deuxième partie de l'étage de ma fusée était beaucoup moins performante que la première. La première, elle décollait du feu de Dieu. La deuxième était un peu plus poussive. Pourquoi? Parce que en droit français, comme je vous ai dit, c'est un droit extrêmement pro-créancier que le banquier voulait fuir à tout prix. Et on pouvait, ce qui est pour un Allemand ou pour un anglo-saxon quelque chose d'absolument incroyable, on pouvait imposer un plan de restructuration de la dette par le tribunal sur une durée de 10 ans, jusqu'à 10 ans, en disant au banquier, vous allez attendre jusqu'à 10 ans pour être remboursé, vous ne pouvez pas augmenter votre taux d'intérêt. Certes, le tribunal ne peut pas imposer des abandons de créances, mais c'est quand même extrêmement pénalisant pour un banquier de devoir uniquement appliquer son contrat de crédit avec éventuellement une marge un peu plus élevée en cas de défaut, mais il ne reste pas moins, c'est largement inférieur par rapport au coût de portage, qui pour une banque peut être de l'ordre de 10% par an.
Et donc, le banquier étant collé avec un débiteur qui ne rembourse pas, c'est une situation catastrophique pour le banquier. Et le banquier n'avait aucun moyen d'imposer un plan concurrent pendant très longtemps. Donc, la France était vraiment le nirvana pour le débiteur et le cauchemar pour le créancier. Et cette situation n'était plus conforme aux standards internationaux. Il faut le dire. C'est que ce qui pratiquait l'Angleterre, ce qui pratiquait les États-Unis, ce qui pratiquait l'Allemagne, s'est imposé les directives de la Banque mondiale. On ne pouvait pas rester avec les systèmes qui étaient un système dans lequel le débiteur décidait pratiquement de tout et le créancier était piégé. Ça, c'était plus possible. Et donc, l'Allemagne était l'exemple à suivre, parce qu'il faut quand même voir que le président Macron a regardé de l'autre côté du Rhin en termes d'efficacité, pas seulement lorsqu'on construit des voitures, mais aussi lorsqu'on imagine l'outil, on regarde du côté du Rhin lorsqu'on recherche une mécanique qui fonctionne. Mais la France livre des idées, parce qu'on a les meilleurs concepteurs maintenant de mode, de luxe ou de vin, mais en revanche, l'Allemagne est connue pour la mécanique fine, pour les choses qui marchent, pour les moteurs qui tournent et pour quelque chose qui fonctionne. Et donc, l'autre côté du Rhin s'est inspiré du pragmatisme américain, du Chapter 11. Et donc, cette procédure qui est un équilibre assez subtil entre les droits des créanciers et les droits du débiteur, permettait de trouver cet équilibre. Et ça permet de concevoir donc un plan avec une règle majoritaire. Et cette règle majoritaire, en droit français, on a mis en place une procédure de sauvegarde accélérée, la deuxième phase de la fusée, très facile pour clôturer une procédure de conciliation majoritairement avec un accord avec les créanciers. Mais en France, on n'avait pas de classe de créanciers. On ne connaissait pas la règle du meilleur intérêt des créanciers. Donc, on pouvait avoir un plan qui était au détriment du créancier. On pouvait avoir un plan dans lequel un créancier hypothécaire était quand même malmené et qu'on donnait encore quelque chose à l'actionnaire. Et donc, le best interest of creditors test n'est pas non plus respecté. Et donc, vous voyez, le système français était un peu bancal. Il y avait un certain nombre de bonnes idées. On avait mis en place des comités de créanciers, mais les comités de créanciers n'étaient pas étaient conçus en faveur pas de la qualité de la créance, mais la qualité du créancier, à savoir bancaire, obligataire. Il n'y a pas de cross-class cram-down, donc on ne pouvait pas imposer un plan à des obligataires, par exemple. Voilà. Il y avait plein d'imperfections. Donc, si vous voulez, notre voiture, elle ne marchait pas très bien. Donc, elle avait des vitesses, mais ce n'était pas simple d'avoir une boîte automatique, vous voyez. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut regarder vers Stuttgart, où les choses marchent beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce soir de regarder les systèmes allemands, des classes des créanciers, les classes des parties affectées, de concevoir une procédure assez flexible pour l'ensemble des créanciers financiers et d'avoir une grande souplesse. Et la France s'est inspirée du système allemand pour mettre en place un système de deuxième étage de la fusée extrêmement flexible. Et donc, la France, dans la transposition, a dit on va faire ça au niveau de la sauvegarde accélérée. Donc, une procédure ultra simplifiée, une sorte de pré-pack dans lequel on va dire voilà, le débiteur doit se présenter avec ses principaux créanciers, avec un plan qui va être voté à la majorité. Et, grande nouveauté, on va maintenant donc à des parties affectées, donc on garde la même architecture de succès français, on garde comme structure le taux de table initial, les créanciers financiers, on met de côté les salariés, on met de côté un certain nombre de personnes qui ne sont pas affectées, donc des personnes qui ne sont pas touchées par la restructuration, mais on impose à une majorité de 2/3 des montants des créances un plan à chacun des comités. Et puis, on peut avoir de cross-class cram-down, on peut même avoir la possibilité pour les créanciers de prendre le contrôle et d'expulser un actionnaire qui a tout perdu. Et donc, la France est donc inspirée de la directive qui permet aujourd'hui
d'avoir une deuxième étage de ma fusée qui fonctionne d'une manière très, très, très bien. Et nous n'avons pas fait l'industrie lourde. On a fait ça d'une manière très, très finement. Et donc, la transposition française, contrairement à l'Allemagne, je me tourne vers Joachim ici présent, c'est que l'Allemagne, un moteur doit marcher rond, mais c'est complexe. Alors que la France, en termes d'architecture, on est allé à l'essentiel. Et donc, on a transposé la directive un minima. Et on laisse, parce qu'on a un système extrêmement performant au niveau des tribunaux de commerce, on a nos pratiques, et donc on peut construire quelque chose sur la pratique judiciaire et la pratique du marché de la structuration. Et donc, au lieu de prévoir tout dans le cadre d'un texte de loi, comme ça a été le cas de l'Allemagne, la France a opté pour une transposition à grands principes, qui, de mon côté, semble préférable. Et ça permet de continuer la réussite française en améliorant les principes dans le cadre de la deuxième phase, être plus performant pour atteindre notre objectif de la Lune. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, mais vous comprenez bien que le système français, la France livre l'architecture de notre fusée à 2 étages, l'Allemagne livre en réalité la mécanique pour faire fonctionner ma fusée pour la 2e étage, et que tout le monde doit attirer sur la Lune. Je vous remercie pour ce soir. Merci beaucoup, Maître Conseil, pour la suite de notre voyage vers la Lune. Merci beaucoup, Alain, et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour l'organisation, pour l'invitation aussi. Pour moi, ça fait déjà un petit peu de temps, parce qu'en 2005, j'ai fait des études en France. C'est pour ça. Ayez pitié avec mon français. Parlons donc de l'efficacité de l'Allemagne et du moteur qui doit rouler. En ce qui concerne la situation en Allemagne, ce qu'il faut dire que depuis la transposition de la directive en droit national allemand, le régime national de restructuration en Allemagne a complètement changé. C'est une grande révolution. Et cela déjà depuis le 1er janvier 2021. Alors, l'Allemagne était, avec les Pays-Bas, à la surprise générale, un des premiers pays à transposer la directive. Après tout ce que Reinhard a dit sur l'efficacité de l'Allemagne, vous dites pourquoi c'était surprenant que l'Allemagne était parmi les premiers pays à transposer la directive. La réponse est que l'Allemagne a toujours montré un certain conservatisme en ce qui concerne les procédures préalables. Pour nous, c'était plutôt la procédure collective classique et un très grand scepticisme sur les procédures préalables en Angleterre avec le Chapter 11 ou aux États-Unis. Et le processus législatif était donc assez intéressant parce que c'était au milieu de la discussion sur la meilleure manière de transposer la directive, soit avec une petite solution en Roumanie, là, les lois existantes, ou une grande solution qui a apparu la pandémie Covid, en fait. Et cela a vraiment changé la discussion complètement et l'Allemagne, le législateur allemand a fait très, très vite, 6 mois avec le délai donné par le législateur européen. Il a fait la transposition et c'est certainement à cause du Covid parce qu'on a dit, bon, avec les entreprises qui étaient en difficulté, qui ont pris pas mal de prêts bancaires dans cette situation pour survivre, il faut trouver une solution pour un problème futur de surendettement des entreprises pour qu'ils aient une possibilité plus facile de faire un restructuring de sa dette. Et on croit que sans la pandémie, l'Allemagne n'aurait pas si tôt et si complet transposé la directive. Elle a même parfois allé au-dessus de ce qui était demandé de la directive. Ce qu'on va voir maintenant. Le cadre de restructuration préventive en Allemagne a été créé dans un complètement nouveau code de restructuration. Je crois qu'ici en France, c'est dans le code de commerce. Ouais. Chez nous, c'est un code complètement nouveau qu'on n'avait pas. Et cela permet, bon, naturellement, parce que c'était exigé par la directive, mais cette introduction de ce cadre de restructuration avec le Grossgrasländer dont Reinhard a déjà parlé,
sans processus d'insolvabilité. Et c'est ça la grande nouveauté. Parce que Rana a bien expliqué, c'est soit on est au dehors d'une procédure collective, c'est la situation d'avant, il faut avoir l'unanimité des créanciers. Soit on est dans la procédure, nous avions déjà eu un processus comparable à ce qui est maintenant demandé par la directive avec le Insolvenzplan, qui a aussi permis à un Großglasländer, des créanciers minoritaires qui ne veulent pas contribuer à la restructuration. On pouvait faire ça dans un Insolvenzplan, c'est-à-dire dans une procédure collective, mais non pas en dehors de ça. En Allemagne, on ne connaissait pas de procédure préalable, amiable, que ce soit. Par contre, comme Anna l'a dit, la France, elle avait une bonne longueur d'avance sur l'Allemagne dans cette matière. Et comme Anna a aussi expliqué, la France était un grand modèle pour le législateur allemand quand il a introduit une nouvelle procédure qui est encore préalable au cadre qui est déjà préalable, dite de modération. C'est la copie de votre conciliation et de votre mandat ad hoc. Nous l'appelons procédure de modération. Bon, c'est notre nom qu'on a donné. Et c'est fortement inspiré de la conciliation. Pour aller en modération, il faut que le débiteur n'est pas en stade de cessation de paiement, ce qui est un peu différent en France, je crois. Ici, c'est juste 45 jours ou quelque chose comme ça. Ouais. Et après, bien que la procédure soit complètement confidentielle et à l'unanimité, on croit, on ne sait pas encore, qu'elle va avoir un succès similaire que la conciliation ici. Parce que normalement, on dirait, c'est quoi l'avantage? Si c'est unanime, c'est quoi l'avantage? C'est la même chose qu'en dehors d'un tribunal. Voilà. Mais ça change quand même. Ces deux trucs, ces deux qualités de la modération qui, à mon avis, vont promouvoir cette procédure, c'est la possibilité de rendre l'accord de restructuration tel qu'il émerge de la modération protégée des actions en nullité de procédure de période suspecte par le tribunal. C'est quand même un grand changement, parce que si c'est en dehors d'un tribunal, ça n'existe pas et c'est toujours ce risque qui existe. Et la deuxième qualité, c'est que si ça ne marche pas en modération, il y a la possibilité de poursuivre les négociations très facilement par une conversion dans une procédure de restructuration préventive, le 4 prévu de la directive. Et ces deux possibilités en combinaison sont, à mon avis, un grand incentive, ouais, pour utiliser ce modèle. Bon, et l'élément central de la réforme en Allemagne, comme partout, parce que c'est prévu par la directive, c'est pas surprenant, c'est évidemment l'introduction d'un plan de restructuration avec le très fameux Großglasländer. Et tout cela est écrit en détail dans le code de restructuration. Il pourra être mis en œuvre sur la base d'un vote à la majorité des créanciers, par l'unanimité. Et il peut prévoir des choses comme peut-être equity swap, des modifications des engagements financiers ou encore d'autres mesures financières opérationnelles. Et ce qui est une particularité du droit allemand, il peut même affecter les garanties fournies par d'autres sociétés du groupe, notamment par les filiales, ou les accords intercréanciers. Tout cela n'était par ailleurs pas prévu par la directive. C'est une des étapes où l'Allemagne est allée au-delà de ce qui était obligatoire. Donc, on a en Allemagne un cadre de restructuration comme on dit, une boîte à outils assez flexible. Et c'est toujours le tribunal de restructuration qui peut décider sur les mesures comme les moratoires. Elle peut décider si c'est un vote judiciaire ou extrajudiciaire de plan de restructuration. Elle peut aussi nommer un mandataire de restructuration. Et c'est toujours à la demande de l'entreprise débitrice que le tribunal va faire cela.
Donc, une grande réforme, comme on a vu, et une telle grande réforme était nécessaire, ça c'est sûr, parce que le problème qu'on avait en Allemagne, c'était le forum shopping, c'est que les entreprises allemandes étaient très connues pour aller en Angleterre pour faire sa propre restructuration avec un scheme of arrangement. Et c'est justement pour cela, parce qu'elle n'avait pas de procédure amiable comme la conciliation, on n'avait pas de scheme of arrangement. Et en fait, si on regarde bien, si on lit la directive européenne, c'est exprès. C'est pour éviter que les entreprises européennes, par exemple, notamment les entreprises allemandes, vont en Angleterre, doivent aller en Angleterre pour se restructurer, que les législateurs nationaux doivent introduire dans leur code national des mécanismes comparables au scheme of arrangement ou, dans ce cas, à la conciliation. Et ça change, parce qu'avant, en Allemagne, la situation, surtout avec, si la fin de la situation était une procédure collective, il y avait tous les négatifs qui vont avec. En Allemagne, c'est toujours la dissolution de la personne morale. Normalement, les actionnaires perdent tout. Le management, en place, il renonce à une partie de son pouvoir de gestion et risque aussi un risque personnel d'être pris en charge. Et après, la procédure doit forcément affecter tous les créanciers, y compris les créanciers petits, non financiers, pas comme ici avec la sauvegarde financière accélérée, que vous pouvez contre seulement certains créanciers. On croit que maintenant, avec les nouvelles règles, on a mis un terme au forum shopping du passé. On va voir. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. C'est aussi avec le Brexit, on ne sait pas. C'est les deux côtés un peu. Non, c'est du côté européen où on est avancé, mais aussi du côté anglais où c'est devenu plus difficile parce qu'on ne sait pas si un scheme of arrangement va être reconnu en Europe. Ouais, c'est les deux côtés que peut-être cette mode du scheme of arrangement défini, parce qu'on ne sait pas. Si vous me demandez maintenant sur la pratique, parce que c'est déjà 1 an en Allemagne qu'il y a la nouvelle procédure, il n'y en a quasiment pas de cas. Parce qu'il y a 2 raisons. La première, c'est le marché de restructuration est très très calme, parce que c'est un peu comparable comme la situation en France, si je comprends bien, parce qu'il y avait le magic money partout, non? Et il n'y avait quasiment pas d'entreprises en difficulté. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, ça peut changer parce qu'il y a une autre situation. Et avec l'inflation, je ne crois pas que le truc du magic money va fonctionner une deuxième fois. C'est en fait impossible de faire la même chose. Et la deuxième raison, ça, on ne peut que spéculer, c'est nouveau. Les entreprises craignent les risques parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas testé. Et peut-être aussi qu'on dit, avec l'existence même de cette procédure, il n'y a plus la nécessité d'y recourir. Parce que les créanciers ne peuvent pas jouer sur cette carte que moi, je dis non à tout et à la fin, les gens vont me payer pour que je me taise. Cette pratique ne va plus fonctionner en futur et un grand succès, on dit cela, de la procédure serait qu'elle ne sera pas utilisée. Et avec cela, je passe la parole à ma collègue Lisa Anflis-Julien qui va nous éclairer un peu sur la situation et le débat en Italie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mes deux confrères pour leurs interventions à Sciences Po pour l'invitation. Donc moi j'interviens sur l'Italie. Donc pour rappel, la directive, parce que le thème aujourd'hui c'est la transposition de la directive européenne, donc dans ces 3 pays, France, Allemagne et Italie. Donc la directive, juste pour rappel, avait été adoptée le 20 juin 2019. Et contrairement à la France et à l'Allemagne, qui ont déjà transposé, l'Italie, en revanche, n'a pas encore franchi cette étape de la transposition.
Et comme la directive permet aux États membres de reporter l'entrée en vigueur de la législation sur la transposition, l'Italie a demandé et obtenu la possibilité de transposer la directive européenne avant le 17 juillet 2022. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a un projet qui aurait été le décret législatif, donc décret législatif qui modifie en fait le code italien de la crise et qui a circulé. Et alors, ce code justement de la crise italien représente le cadre légal applicable aux procédures d'insolvabilité et à la crise du surendettement en Italie. Donc, ce code avait d'ailleurs été approuvé, c'est intéressant, 6 mois avant l'approbation en fait de la directive européenne par un décret de janvier 2019. Et ce texte-là, en fait, proposait de réécrire l'ensemble de la réglementation des procédures de faillite et d'insolvabilité en le rassemblant dans un seul corpus juridique, donc toutes les situations de crise et d'insolvabilité, indépendamment du débiteur, de la nature du débiteur et du type d'activité. Alors qu'avant, c'était éparpillé dans différentes réglementations. Donc peut-être comme en Allemagne, je ne sais pas si c'était regroupé dans un code à part. Donc, l'entrée en vigueur de ce code en fait, était initialement prévue pour le 15 août 2020, qui a ensuite été reporté au 1er septembre 2021 par un décret-loi de 2020, puis au 16 mai 2022 par un autre décret 2021. Donc, et ce dernier décret-loi en fait, a prévu une exception concernant la partie du code qui est consacrée aux procédures d'alerte et de résolution assistée des crises, donc dont l'entrée en vigueur a été reportée au 31 décembre 2023. Alors pourquoi il y a plusieurs raisons à ce retard en Italie. En fait, la décision du législateur de reporter l'entrée en vigueur du code a été prise à la suite d'études qui ont été réalisées par une commission qui avait été mandatée, nommée par le ministre de la Justice italien Marta Cartabia. Et ce report, comme on va le voir, était, selon l'Italie, nécessaire pour différentes raisons, et non uniquement pour les principes et outils liés à la directive européenne. Donc d'abord, alors en Italie, en fait, il y a, comme a souligné la doctrine italienne, le code italien de la crise a une inspiration publiciste. Donc cette inspiration peut être retrouvée d'ailleurs dans le fonctionnement du système d'alerte externe de la crise, qui est confié à des notifications qui sont effectuées par les créanciers publics, sur l'Agenzia delle Entrate, qui est l'administration fiscale italienne, ou l'INPS, qui est l'Institut national de la prévoyance. Or, cette approche publiciste, en fait, n'a pas été pleinement acceptée par le système des entreprises italiennes en raison de son caractère coercitif. Et en effet, traditionnellement, en Italie, le milieu des affaires a toujours cherché à retarder l'émergence de l'état de crise et éviter les intrusions par des organismes publics. Par ailleurs, le report donc, du code italien de la crise a été nécessaire par l'environnement économique désastreux suite à la pandémie. Il est important de rappeler qu'en Italie, le tissu économique et industriel est principalement constitué de petites et moyennes entreprises, qui constituent effectivement l'épine dorsale du marché italien. Mais de ce fait, du coup, la petite dimension des entreprises les a rendues plus fragiles face aux crises et donc plus sujettes à insolvabilité. D'ailleurs, une étude qui a été réalisée par la société CERD sur des données qui sont disponibles auprès des registres du commerce des sociétés italiens et sur 500 000 entreprises classées comme sûres avant la pandémie, 308 000 sont restées plus ou moins saines, 182 000 sont devenues vulnérables et 9 300 sont passées de solides à très risquées à cause de la pandémie. Effectivement, ce sont des chiffres qui sont assez parlants. Donc, ça rend d'autant plus compréhensible le choix du législateur italien de reporter l'entrée en vigueur de ce code italien de la crise et de procéder à un nouveau report en ce qui concerne la partie spécialement consacrée en fait, au système d'alerte précoce. Donc, ils l'ont appelé comme ça en italien, Precoce, et à la résolution de capacité des crises. Si en fait l'entrée en vigueur en fait de ces systèmes à court terme aurait provoqué automatiquement le lancement de systèmes d'alerte qui aurait créé probablement un climat de méfiance envers les entreprises déjà en difficulté. Donc voilà, ce constat nous offre donc la possibilité, l'opportunité de souligner l'importance des questions liées à la mise en place
des systèmes d'alerte précoce et la résolution assistée des crises dans le contexte italien et communautaire. Donc, comme le souligne la directive elle-même, ces systèmes permettent de faire émerger une situation de crise et de risque d'insolvabilité des entreprises en temps utile, et pour favoriser donc, la résolution par des procédures extrajudiciaires, de sorte à éviter des procédures plus lourdes comme l'équivalent du redressement ou de la liquidation. Donc, anticipant des choix politiques du législateur européen, de fait, le législateur italien avait donc prévu dans la première partie de son code, qui était appelée Procedura d'allerta di composizione assistita della crisi, donc procédure d'alerte et de résolution assistée de la crise. Donc, c'est pour ça que cette partie-là a été, l'entrée en vigueur est prévue uniquement pour le 31 décembre 2023. Alors, il y a un certain nombre de prévisions de ce type particulier de procédure qui est, on va dire, conforme aux standards européens, de ce qui est demandé par la directive, mais il existe encore de nombreux domaines où la réglementation italienne sur les instruments d'alerte précoce doivent encore s'adapter à la directive. Donc, l'identification de ces thèmes qu'on va voir nous permet d'évaluer donc, l'écart entre les dispositions actuelles du droit italien et la directive européenne. Donc, il y a un recours obligatoire, il y aura un recours obligatoire en Italie, il y a un recours obligatoire à l'organisme di composizione della crisi d'impresa. Donc, c'est un organisme, je traduis, de composition de la crise d'entreprise pour gérer en fait la phase d'alerte précoce ainsi que la procédure de résolution assistée des crises pour les entreprises autres que les très petites entreprises. Puis un régime à part, mais on parle vraiment de sociétés très petites. Et la prévision de cet organe, donc de l'organisme de composition par le Code italien de la crise, en soi, il n'apparaît pas contraire aux objectifs, à mon avis, du législateur européen. En effet, cet organisme qui est chargé de recueillir les informations qui découlent du système d'alerte précoce, et il a pour rôle d'assister donc les négociations entre débiteurs et créanciers afin de surmonter la crise. Et à mon avis, ça s'adapte plutôt bien aux dispositions de la directive européenne, qui invite en effet les États membres à mettre en place des services de conseil fournis par des organismes publics ou privés. Donc effectivement, là, le législateur européen a par cela l'idée de soutenir activement la poursuite de l'activité entrepreneuriale des entreprises en crise, en incluant l'obligation pour les États de prévoir certains organismes qui agissent lors de la phase préliminaire d'alerte précoce et de négociation donc assistée de la crise. Il y a deux considérants qui sont intéressants sur la nécessité de prévoir un système d'alerte précoce pour alerter les débiteurs, notamment les PME, qui risquent de subir des répercussions plus importantes d'une crise économique à cause de leur fragilité, de leur dimension. Ce qui risque de rendre, en revanche, peut-être la réglementation italienne plutôt contraire à la réglementation européenne, serait le fait et ce recours obligatoire à cet organe et sa position de monopole en fait en Italie, dans la phase de gestion des systèmes d'alerte précoce des entreprises. Parce que dans la directive, après, je ne sais pas si mes confrères sont d'accord, le législateur européen parle en effet de services de conseil fournis par des organismes publics et privés en utilisant le pluriel, ce qui invite donc les États membres à multiplier, éventuellement différencier les organes publics et privés chargés de gérer la phase d'alerte précoce en cas de désinsolvabilité. Or, selon la législation italienne, l'organisme de composition doit être mis en place auprès de chaque membre de chaque chambre de commerce territorialement et appelé à désigner donc ce panel d'experts qui est constitué ad hoc pour chaque situation de crise. Et ce panel d'experts, en fait, gère la phase d'alerte et peut procéder par l'audition des débiteurs à l'archivage, si la crise n'existe pas ou s'il s'agit d'un entrepreneur pour lequel les outils d'alerte ne sont pas applicables, ou à la notification au procureur de la République. Par ailleurs, ce panel d'experts est chargé d'indiquer les mesures et les remèdes applicables à la situation et de fixer un délai pour leur mise en œuvre ou à la gestion de la composition assistée de la crise. Donc voilà, ça c'est effectivement donc son caractère obligatoire, comme je le disais, à ce service d'assistance fourni par semblerait, à mon sens, peut-être contradictoire
avec les dispositions communautaires, donc à voir si le législateur italien modifiera ces dispositions. Alors ensuite, il y a également une exclusion de cette prévision qu'on vient de voir, des grandes entités, de grandes sociétés. Par exemple, le système d'alerte précoce exclut notamment tout ce qui est banque, intermédiaires financiers, établissements de monnaie, établissements de paiement, etc. Cette exclusion pourrait être considérée de la part du législateur italien pourrait limiter l'efficacité des instruments d'alerte précoce et pourrait également se poser en opposition avec la directive européenne qui exige, me semble-t-il, non seulement de ne pas exclure certaines entreprises de ces mécanismes d'alerte, mais plutôt justement d'adapter ceci aux particularités des grandes entreprises et groupes de sociétés. Donc, le report de l'entrée en vigueur du Code italien de la crise représente probablement une opportunité pour le législateur italien d'éliminer ces exclusions actuelles et pour mettre le cadre législatif en conformité avec les normes européennes. Par ailleurs, en Italie, il y a un décret d'août 2021 qui réglemente deux nouveautés importantes, à savoir il introduit une procédure de composition négociée, qui est peut-être ce qu'on a vu pour l'Allemagne, et une sorte de conciliation, et l'institut d'un concordat simplifié pour la liquidation du patrimoine. Donc la composition négociée, composition negoziata, est destinée, en fait, elle a été créée en vue de soutenir donc, des entreprises dans la restructuration et l'assainissement de sa société, dans l'identification de procédures alternatives à la faillite, également pour surmonter les effets de l'épidémie du Covid. Et le décret élabore donc une forme de médiation assistée de nature volontaire d'aide aux entreprises en difficulté, qui a donc cette dénomination de composition negoziata et qui est appliquée depuis le 15 novembre 2021. Donc c'est extrêmement récent. Les conditions pour recourir à cette composition négociée, il faut que tout entrepreneur, qu'il soit commercial ou agricole, et indépendamment de tout critère dimensionnel, il doit se trouver dans une situation de déséquilibre patrimonial ou économico-financier qui rend la crise ou l'insolvabilité probable, mais il faut qu'il y ait la possibilité, bien sûr, de redresser la société pour activer cette composition négociée. Il s'agit donc d'un état de crise, d'état critique économico-patrimonial, mais non encore irréversible, disons, potentiellement récupérable s'il est affronté de façon adéquate et en temps utile. Cette composition négociée attribue un rôle actif à un expert indépendant, l'esperto, qui s'occupe donc de faciliter les négociations entre l'entrepreneur, les créanciers et tout autre sujet intéressé, en vue d'identifier donc une solution pour surmonter ce déséquilibre économique. Également, pourquoi pas bien le transfert, la cession d'une branche d'activité de la société. Elle peut être mise en œuvre exclusivement par l'entrepreneur en difficulté, à travers une simple présentation d'une instance de nomination d'experts. C'est une instance qui est présentée à la Chambre de commerce territorialement compétente. Et cet expert est choisi par une commission constituée par la Chambre de commerce en fonction des critères de professionnalité, d'indépendance, etc. Et c'est l'expert qui, après avoir fait un entretien avec l'entrepreneur et avoir récupéré des informations auprès de l'équivalent des commissaires aux comptes et auditeurs, qui détermine si la société peut être sauvée, entre guillemets. Et dans ce cas-là, il rencontre les parties et avance dans les stratégies pour intervenir en ce sens. Si au contraire, il pense que les perspectives ne sont pas bonnes, il en informe l'entrepreneur et la chambre de commerce, qui à ce moment-là archive cette instance de composition négociée. Après, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est le concordat simplifié pour la liquidation du patrimoine, qui est aussi une nouveauté. En fait, c'est une des conditions pour la présentation de la proposition de concordat simplifié et une déclaration d'échec de la procédure qu'on vient de voir, de la proposition négociée, et l'impossibilité d'avoir d'autres solutions qui sont prévues dans le décret, qui sont assez compliquées, donc je ne vais pas dans le détail, qui sont indiquées par l'expert dans son rapport final qui est remis à l'issue de la proposition. Dans ce cas-là, effectivement, il y a un rapport final et
l'entrepreneur peut présenter une proposition de concordat pour la cession des biens. Et en Italie, il y a le concordat preventivo, concordat préventif, concordat de faillite. Voilà, tout est concordat, c'est chose d'accord. Donc ça, c'est un concordat très simplifié. C'est une procédure compliquée, donc je vais pas dans le détail. Donc, en Italie, donc pour résumer, par rapport à la France, l'Italie et l'Allemagne, l'Italie est assez en retard dans sa transposition. Néanmoins, je pense que l'Italie pourra sûrement prendre note de ce qui s'est produit, bien que les législations soient très différentes quand même avec la France et l'Allemagne. Et bon, elle a son code de la crise qui est, comme je l'ai dit, récent et qui date de quelques mois avant cette directive. Certaines dispositions ont déjà été adoptées. Bon, là, la sorte de conciliation, c'est trop récent. Il n'y a pas encore d'expérience pratique de savoir si certaines procédures de ce type-là ont été mises en œuvre. Et il sera intéressant de voir comment est-ce que l'Italie adaptera et fera entrer ces procédures précoces d'alerte avant donc fin 2023. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ces interventions qui ont constitué la première partie de ce débat. Nous allons maintenant passer au temps des questions, éventuellement des droits de réponse entre les uns et les autres. Nous sommes maintenant quelques-uns dans la salle, donc n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder. On va également voir du côté de Zoom les questions qui peuvent être posées dans la partie discussion. Mais pour lancer cette partie du débat, je vous propose de revenir sur un point qui a été mis en avant par Reinhard, qui est celui des juridictions. Reinhard, tu as fait l'éloge, et très agréable de l'entendre parce que ce n'est pas toujours le cas, l'éloge du juge français. Peut-être souhaites-tu en dire, compte tenu de ton expérience très riche, encore un ou deux mots, et puis surtout, on sera très curieux d'entendre du point de vue de l'Allemagne, du point de vue de l'Italie, si on a les mêmes motifs de satisfaction ou au contraire des attentes sur des sujets à améliorer ou même un apprentissage à faire par rapport à un juge, un magistrat français qui, lui, serait beaucoup plus avancé sur ces procédures. Moi, je pense que le juge, c'est le personnage central. Si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le juge. Si vous regardez l'Angleterre, c'est le juge. Ce n'est pas la loi, c'est le juge. La prévisibilité, la qualité du juge, des jugements, c'est ce qui est mis en avant. Et l'avantage de la France, c'est d'avoir des juges de commerce qui connaissent un bilan, qui savent lire un bilan, qui sont des personnes qui ont 20, 30 ans d'expérience dans les matières dans lesquelles ils savent ce que veut dire l'entreprise, ils connaissent les difficultés. Et le grand avantage, vous parlez avec des gens qui connaissent vraiment de quoi ils parlent. Ce n'est pas l'étudiant qui a 25 ans ou qui a 30 ans, qui a passé son bac avec mention, qui fait des études brillantissimes, mais qui n'a jamais vu une société en activité, sauf quelques jobs d'été. Et donc, le juge français, il a 50 ans, voire plus, et il connaît son affaire. Et le taux de révision des jugements de tribunaux de commerce est inférieur par rapport aux jugements professionnels. Il faut le souligner. Et ça, cette qualité d'écoute, de compréhension permet d'appréhender le thème des procédures collectives de manière absolument incroyable. Et c'est là où je pense que le système français a un atout, comme le juge anglais, comme le juge américain, parce que c'est prévisible et les gens connaissent ce qu'ils font et ils peuvent utilement regarder si l'entreprise est redressée ou pas redressée, si elle est pérenne ou pas pérenne,
est-ce que le plan fonctionne? Ce plan ne fonctionnera pas. Et il faut avoir l'expérience. Et c'est là le grand atout du système juridictionnel français. En Allemagne, c'est tout le contraire, si j'ose dire. C'est même un désastre en comparaison. Pour comprendre cela, c'est un peu l'éducation juridique en Allemagne, ça fonctionne comme ça. On va à l'université pour 5 ans et après, on fait un stage obligatoire de 2 ans, référendariat. Et après, on fait un deuxième examen d'État à 27 ans, 26 ans. Et après ça, on est formellement qualifié pour tout, pour être avocat, notaire, procureur de la République, juge. C'est-à-dire, on devient juge avec les 25, 26 ans, sans aucune connaissance de rien. Et après, ce qui est encore plus curieux, encore plus stupide, si j'ose dire, c'est qu'en Allemagne, le système juridique, elle ne veut pas que le juge se qualifie trop. C'est pour ça, après 2 ans, en droit pénal, il vaut mieux changer à l'administratif et on devient juge administratif. Et après cela, l'État va te dire, ah, maintenant tu es juge social ou procureur de la République. Et toi, tu n'as pas le choix. Et après, le niveau des juges, c'est beaucoup inférieur. Ils ne savent pas lire le bilan. Ils n'ont pas d'expérience. Et après, c'est aussi pour ça qu'en Allemagne, le juge, en matière d'insolvabilité, il ne joue pas un grand rôle. Chez nous, c'est tout centré sur l'administrateur, l'insolvenzverwalter, qui dirige tout, et le juge, c'est plutôt en fonction de signer de temps en temps un machin que l'administrateur lui dit de signer, s'il vous plaît. Il y a différence, c'est comme en France, il y a des diplômes différents pour avocat, juge, notaire, formation différente, diplômes différents. Les juges en Italie sur la partie insolvabilité, etc., sont plutôt des experts et ont une très forte disons, ils décident absolument que si une société, il y a un délai, tous ces délais ne sont, même si la loi prévoit 120 jours pour un plan, le juge italien peut très bien décider à un certain moment de dire, s'il voit que la société perd de l'argent tous les jours et qu'au bout de 120 jours, de toute façon, ça n'aboutira à rien, le juge italien peut très bien décider de dire, au bout de 60 jours, bon, bah, non, stop, on arrive à la procédure de concordat, par exemple. Donc, et les juges italiens qui sont spécialisés sont très compétents. Peut-être un petit détail qui peut être intéressant pour garantir l'équité dans la procédure. C'est même obligatoire que le juge qui va s'occuper d'un dossier, c'est en fonction de la lettre principale de l'entreprise. Si c'est un B, c'est le juge Taman. Si c'est un G, c'est notre juge. Et après, ce peut se trouver, s'il y a une entreprise avec, je ne sais pas, 10 000 employés, ça va être un juge Ponsec avec 26 ans qui vient de sortir de l'université. Pour vous donner une idée de la pratique. Vraiment stupide, ça va changer maintenant. Avec la réforme, on a introduit des tribunaux spécialisés, mais juste il y avait 2 ans, c'était la situation. La France est très malade. Ah oui. Oui, alors effectivement, j'avais. C'est bon. J'avais effectivement noté ta présentation, la mise en place de ces juridictions. Est-ce que tu peux pour prolonger un peu sur ce thème, donc, comment est-ce que ça va être mis en place? On va avoir des nouvelles juridictions, mais avec un juge qui sera tout aussi incompétent, ou est-ce qu'il y a un plan d'amélioration? Quelle qualité Stuttgart pour paraphraser Reinhardt? Et maintenant, il y aura les tribunaux centrés avec les Oberlandesgericht, je ne sais pas comment traduire ça, cour d'appel. Ouais, et c'est un tribunal d'insolvabilité pour chaque cour d'appel. Et avant, c'était avec les petits cours, les tribunaux d'instance, où il y avait les tribunaux d'insolvabilité.
Et avec les cours d'appel, ça va être beaucoup plus spécialisé. Et en plus, il y a des tribunaux spéciaux de restructuration, pas d'insolvabilité, sinon de restructuration pour le nouveau code de restructuration. Et avec cela, ça va être un tribunal par Bundesland, par Land. Ouais, ça change quand même. Ouais, c'est beaucoup plus spécialisé. Oh, heureusement. Et vous savez, la Hollande, dans la compétition internationale qui se joue, la Hollande met en avant la création de tribunaux spécialisés. Donc, il organise exactement le même pool de juges pour essayer de mettre en application cette nouvelle réglementation pour être compétitif, pour faire concurrence aux juges anglais, juges français notamment. Alors, les Allemands rattrapent actuellement le retard. Et ça vous explique, à mon sens, pourquoi le texte allemand est si détaillé pour donner une ossature au juge pour décider. Donc, dans la mesure où le juge a besoin de textes et de règles, c'est comme une horlogerie fine, vous voyez. Alors qu'en France, on a besoin de surtout beaucoup de savoir, de savoir-faire et de compréhension, et donc les textes sont courts. Parce que le juge a la possibilité de créer du droit, alors qu'en Allemagne, à mon sens, c'est tout le contraire. Il applique la loi. Alors, c'est intéressant, parce que ça signifie qu'il y aura encore un peu de forum shopping. Il y a des pays qui vont essayer de se positionner, probablement aussi avec des juges qui seront parfaitement anglophones. Ouais, il y a 2 tribunaux maintenant à Francfort et à Düsseldorf où on va négocier en anglais, spécialement pour cela. Je ne sais pas, à Berlin peut-être un jour aussi, mais c'est le Düsseldorf et Francfort qui ont commencé avec ça, pour se positionner avec ça. Mais ouais, mais pour le moment, c'est un grand retard que l'Allemagne doit rattraper. C'est plutôt vers la France qui a aussi l'expérience avec la conciliation. Et avec tout cela, nous n'avons pas l'expérience des Pays-Bas, qui sont toujours très anglophones et très professionnels. Ça ne sera pas l'Allemagne. D'accord. En Italie, peut-être? Pour la question suivante. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? N'hésitez pas. Alors, on va continuer. Parlons peut-être maintenant aussi des autres professionnels que sont les administrateurs, les liquidateurs. On en a également fait mention dans le cours des échanges. Quel regard portez-vous sur la qualité de ces professionnels et sur le rôle dans chacune de ces juridictions et sur les éventuelles évolutions à attendre? Le conseiller. En Allemagne, ils jouent traditionnellement un rôle très très fort. Ce sont des avocats, mais pas nécessairement des avocats. Parfois, ce sont aussi des commerçants qui ont fait du droit après, mais qui ont une formation plutôt dans l'économie. Ouais. Et ils jouent un rôle absolument dominant et vraiment représentent l'entreprise à l'extérieur, et ce sont des personnages qu'on connaît dans les médias. Il y a des personnages qui sont vraiment connus, des personnages publics. Il y en a quelques-uns voilà, qui sont assez connus que n'importe quelle personne dans la rue va connaître. Il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça. Voilà, ce sont des stars. Voilà. Professeur Flöte, par exemple, qui a fait Eberlin, je l'ai fait peut-être un peu. Frege, il a fait ouais. Les Mbappé du restructuring à la c'est ça? Le PSG du restructuring, ça existe peut-être? Il ne gagne pas, c'est ça le problème. Il perd à la fin, c'est ça? Non, mais si on regardait en France, on a un système qu'on appelle closed shop, ça veut dire que vous avez une profession dédiée et qui ne peut pas faire autre chose que des administrateurs ou même des mandataires judiciaires, donc représentant des créanciers. Et c'est un système un peu unique qui a failli disparaître parce que la Commission européenne était très
en faveur d'une concurrence. Donc, c'était le moment, il y a une dizaine d'années, où la seule chose qui intéressait Bruxelles, c'est la concurrence parfaite. Il fallait surtout éviter des monopoles, des situations de monopole. Vous vous rappelez? Et cette idée idéologique de mettre en concurrence des cabinets devait aboutir à ce qu'on apparaisse, on abroge en réalité cette profession unique et on ouvre le marché aux Big Four anglais, aux chiffres en réalité, qui ne demandaient que ça. Et il y a eu un retournement de situation. C'est très intéressant. Il y a un retournement de situation parce qu'on s'est rendu compte à Bruxelles qu'il y a des conflits d'intérêts. Et que le grand problème des personnes qui sont à la fois avocats, experts comptables et administrateurs, les grands cabinets, vous regardez les scandales en Angleterre, on est en train de réfléchir à sectionner les professions du droit par rapport à l'audit, la révision des comptes par rapport au conseil d'entreprise. Et donc, il y a eu un retournement de situation où le système français est apparu comme valeur d'indépendance et de anti-conflit d'intérêts est quelque chose de plus important que la concurrence avec les tarifs qui sont imposés par la loi. En réalité, la concurrence, elle joue que les pré-procédures en réalité, où l'administrateur ou le mandataire négocie ses honoraires avec les clients sous le contrôle du tribunal. Et donc, c'est intéressant de observer vraiment un chassé-croisé entre différents systèmes en Europe. Et qu'aujourd'hui, je dirais, le système français a de nouveau un peu le vent en poupe à cause de ça, à cause de l'assurance d'être vraiment totalement indépendant et d'avoir un mandat de justice qui n'est pas parasité par des intérêts commerciaux. Et ça, c'est la grande force de la France. Et lorsque la directive a été négociée, le système français, en fin de compte, a gagné contre le système anglo-saxon d'ultra-concurrentiel. Voilà ce qu'il faut dire. Et chaque pays a conservé en réalité son système. Personne n'a voulu abroger en Allemagne le rôle du Mbappé et des procédures collectives, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'Allemagne, son administrateur fort, il n'y a pas de procédure collective qui fonctionne. C'est aussi simple que ça. En France, c'est un peu plus équilibré parce que vous avez le juge qui est très fort, vous avez l'administrateur indépendant qui est mandat de justice, et puis vous avez des professions juridiques qui tournent autour, les avocats et les experts comptables qui assistent, et les banquiers d'affaires qui assistent. Et donc, le régime est assez équilibré en réalité. Les rôles sont bien repartis. En tout cas, ça, c'est mon sentiment. Et on n'a rien à envier en France par rapport à Londres, par exemple, pour ne citer que cette place financière, ou à Amsterdam demain, peut-être. Bon, voilà ce que je pense. D'accord. Oui, donc c'est une réflexion qui a sans doute été alimentée par les modifications des textes européens sur l'audit. C'est certain, c'est certain. Pour moi, c'est absolument certain. C'est intéressant. Nous sommes à Sciences Po, hein. Donc, vas-y, rien. Nous sommes à Sciences Po. Et donc, c'est intéressant, cette réflexion de savoir quels sont les ratios législatifs pour savoir pourquoi on fait quelque chose en termes législatifs. C'est très intéressant d'observer le croisement entre les différents pays, entre l'Allemagne et la France, qui ont deux modèles économiques qui sont en compétition, mais qui sont en matière de procédure collective totalement différents, aux antipodes au départ. Et les régimes se rapprochent. On voit très bien un rapprochement. L'Allemagne va prendre la façon française de concilier, d'avoir des pré-procédures et de conserver quand même le rôle d'administrateur et développer les juridictions. Et je pense que la France est en train d'apprendre les règles financières pour dire on respecte les créanciers, on paye ses dettes, on devient un peu plus protestant par rapport à notre catholicisme en disant que voilà, c'est pas grave si on ne paye pas ses dettes. Et donc cette façon en quelque sorte de dire voilà, le créancier, bon finalement, on peut s'en passer. Ce qui est important, c'est l'entreprise, les salariés. Et je dirais ça a un peu vécu.
Et on regarde, avec le taux de chômage, on regarde le système allemand fonctionne peut-être un peu mieux peut-être que le système français en termes de chômage. Et donc, en réalité, on arrive à trouver une solution de rapprochement entre les législations qui est assez intéressant. Une question? Est-ce que l'un d'entre vous a une question sur la pratique ou même plus personnelle? Sinon, je peux me permettre. Ah bah, vas-y. Oui. Donc, on a mentionné les juges, les administrateurs, les entreprises. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous parliez de vous en tant qu'avocat. Imaginons un client vient vous voir et est en difficulté. Est-ce que vous le conseillerez plus rapidement vers, disons, une procédure plus amiable comme la conciliation ou d'aller plus au combat? Comment est-ce que vous accompagnez vos clients au jour le jour en ce moment en lien avec la crise Covid, la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y a des éléments sur votre quotidien à ce niveau-là que vous souhaiteriez partager, chose plus pratique du métier? Oui, alors en fait, je pense que plus que c'est pas tellement une décision que l'on prend en tant qu'avocat, c'est plutôt la situation déjà dans laquelle se trouve la société, parce qu'effectivement, on ne choisit pas s'il y avait des gens en état, enfin, ça dépend des pays, s'il y avait des gens en état de cessation des clients, enfin, il y a des critères pour chaque procédure. Donc, on ne peut pas activer, enfin, c'est pas à la carte, c'est pas au choix. Donc, effectivement, il faut voir la situation dans laquelle se trouve la société, les intentions de l'entrepreneur également, et l'intérêt que représente cette société. Par exemple, en Italie, si elle est mise après la quantité de dettes, enfin, il y a plusieurs éléments à prendre en considération pour conseiller la société et l'entrepreneur. Donc, effectivement, il faut prendre tout ça en considération, discuter de l'entrepreneur, voir l'intérêt éventuellement, en tout cas en Italie, de mettre en place une procédure de concordat, etc. Et voir si un plan et un accord avec un éventuel repreneur est envisageable, et donc voir là le côté appétissant ou pas de la société aussi sur le marché. On entend parfois que le conseil financier peut être plus écouté que le conseil juridique parce que justement, il est plus près des chiffres. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que justement l'avocat gagne en puissance vis-à-vis de l'expert comptable ou des auditeurs dans ce cas des situations économiques auxquelles font face les entreprises? Je pense que ce sont des professionnels qui travaillent ensemble. Donc, il y a besoin d'avocats pour l'aspect juridique, procéduraux, etc. Et clairement, l'aspect de comprendre la situation effective économique, financière de la société, c'est nécessaire pour orienter. Mais enfin, je ne sais pas si l'entrepreneur écoute plus un professionnel que l'autre, c'est deux missions différentes et complémentaires, à mon avis. Je laisse s'exprimer mes confrères aussi. Ce qu'on peut dire que ce que ne va pas aujourd'hui, c'est de dire moi je suis juriste, je ne m'intéresse pas à la segmenter. Ouais, je ne m'intéresse pas à la balance. Voilà. Ça ne marche plus. Ouais, il faut vraiment comprendre, il faut entrer dans le détail et vraiment essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, comment elle gagne de l'argent et pourquoi elle perd de l'argent. C'est vraiment un truc, et il n'y a pas d'excuse. C'est pas l'excuse, moi je suis juriste, désolé, non, ça va plus. Mais en fait, c'est ce qui est rigolo aussi, ce qui fait plaisir de notre travail. C'est parce que sinon, on n'est pas un robot à droite, non? On comprendre les clients. Je comprends. Est-ce que cette place du juriste qui ne doit plus qu'être juriste, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez vu évoluer ou ça a finalement été toujours comme ça? Je pense que le juriste est quand même le personnage central dans toutes ces procédures. C'est lui qui a la relation avec les tribunaux qui est important en France, peut-être un peu moins en Allemagne parce qu'il y a beaucoup plus de négociations en dehors du tribunal. En France, le tribunal a un rôle prépondérant et donc l'avocat joue un rôle très important de ce fait. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, je pense que tout ce qui est business plan et vérification, on va assister à une financiarisation des dossiers. Ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place. C'est le waterfall, c'est l'Intercreditor Agreement. Tous les anglo-saxons connaissent donc la documentation de plus en plus complexe et que la valorisation de l'entreprise est de plus en plus au cœur
de ce mécanisme. Est-ce que vous êtes in the money, out of the money? Est-ce que vous êtes encore intéressé? Et donc, toutes ces questions-là vont être au cœur des dossiers futurs. Et en réalité, cette tendance-là, bon, les avocats n'ont pas grand-chose à dire là-dessus. Ils savent pas. Et donc, c'est une appréciation par les gens du chiffre et vraiment cette partie-là, le banquier d'investissement qui connaît le multiple. Hein, un multiple, personne ne sait combien vaut une entreprise. Le multiple, qui le sait? C'est uniquement les gens qui connaissent le marché en réalité. Parce qu'un multiple, c'est quoi? C'est le marché, c'est la valeur acceptée par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à un EBITDA, multiplié par quelque chose. Et ce multiplié par quelque chose, c'est uniquement ce que le marché, à un moment donné, accepte comme étant le multiple, le bon multiple. Et là, vous avez du Rothschild et compagnie qui savent le bon multiple. Mais personne ne le sait. En dehors de... ça coûte une fortune, le multiple. Savoir le multiple, ça coûte une fortune. Et donc, il faut avoir beaucoup d'argent pour se payer du bon conseil. Et le bon conseil aujourd'hui, c'est le conseil mixte entre l'avocat d'un côté qui connaît les procédures, qui sait comment il fonctionne le tribunal, et le conseiller financier qui sait faire accepter la pilule par les créanciers, qui sait combien vaut l'entreprise, qui sait amener un investisseur qui fait du new money, qui redresse l'entreprise, et le fonds d'investissement qui rachète la dette, etc., etc. Et donc, cette financiarisation est de plus en plus présente, à mon avis. Merci. Je suis d'accord. Oui. Il nous reste encore quelques minutes avant de devoir rendre à la salle. On a une question. Dans la salle. Et dans la salle également. Alors, on va prendre celle qui est... Alors, je vais prendre la première question de M. Benaïm. Avez-vous remarqué des changements dans les politiques publiques des pays membres causés par ces changements européens? Je continue avec la deuxième question. Est-ce que cela veut dire qu'en France, les tribunaux de commerce ne pourront plus faire appliquer de plans allant jusqu'à 10 ans? Peut-être répondre à cette deuxième question qui est plus précise. C'est tout simple, ça dépend de la taille de l'entreprise. Pour les petites, pour faire simple, le plan à 10 ans existera toujours et les seuils sont assez élevés. Et donc 90% ou même 95% des procédures vont être soumises à l'ancien droit avec un pouvoir d'un plan imposé. Donc les seuils sont 20 millions chiffre d'affaires, 250 salariés ou 40 millions de chiffre d'affaires. Et vous avez beaucoup de sociétés qui sont en dessous de ces seuils. Donc toutes les PME sont en dessous. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse très facile. Donc la financiarisation, c'est pour du gros dossier. Peut-être une centaine par an. 200, mais des dossiers importants, hein, médiatiques. Il y a une deuxième solution, c'est que le rôle des pouvoirs publics, je pense qu'en France, c'est primordial. Parce que l'État a une double casquette. L'État est surtout créancier social et taxe. Donc, oui, c'est très important de restructurer la dette fiscale et sociale en France. Et donc, l'État a cette casquette-là. Et puis, la casquette, une soft power d'inciter les gens à être raisonnables. Donc, ça fonctionne de moins en moins bien parce qu'il y a de plus de fonds étrangers. Et donc, autrefois, les banquiers prenaient des instructions à Bercy. C'est moins le cas aujourd'hui. Donc, même si Bercy pense qu'il faut faire quelque chose, ce n'est pas forcément que le banquier va s'y plier à cette règle, surtout avec les fonds étrangers qui arrivent. Mais il y a toujours une influence très importante de Bercy sur l'ensemble de ces restructurations. On pense toujours et on suit toujours, en grande partie, les recommandations amiables qui sont faites par les séries, qui jouent un rôle toujours très important en pratique. Bonsoir. Donc je suis conseiller en communication et on remarque depuis quelques temps que de plus en plus de sociétés nous sollicitent pour les accompagner, puisque de nombreuses procédures collectives deviennent de plus en plus médiatiques. Vous avez évoqué plusieurs fois le mot de médias et conflictuel. On peut penser à l'été 2020 au dossier par exemple Alinéa ou Orchestra, etc. Les médias s'en mêlent, l'opinion publique s'en mêle. Là aussi, on a affaire à parfois des médias qui ne connaissent pas la matière, donc qui peuvent dire certaines bêtises. Donc nous, en tant que conseiller en communication, ça nous arrange de les accompagner, de les aider.
Je voulais savoir déjà si je voulais avoir le témoignage de nos amis européens pour savoir si c'était une spécificité française qui donc ne serait pas juridique mais plutôt culturelle, cette conflictualité. Et sinon, et là ça s'adresse plutôt à Maître Hamann, si ça peut résulter en fait de certains défauts du droit qui sont à l'origine de ces conflictualités, par exemple un manque des règles pas assez dures en matière de confidentialité, puisqu'à vrai dire, une affaire devient médiatique et explose quand il y a ce qu'on appelle une fuite. Alors souvent, je ne veux pas du tout incriminer les salariés, mais parfois ça vient à l'issue d'un CSE ou d'une réunion d'information. Donc voilà, est-ce que ça résulte plutôt d'une culture française du conflit social ou du média plutôt marqué, plutôt militant, ou est-ce que ça résulte de certaines défaillances, dysfonctionnements du droit? Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer notre droit et de manière à réduire la conflictualité de nos procédures collectives? Et après, j'avais une autre question, mais là plutôt macroéconomique. Vous l'avez évoqué, Maître, qu'on n'a pas eu beaucoup de restructuration ces derniers temps. Nous, en France, c'est vraiment la résultance, il me semble, à la fois de la crise sanitaire et de l'élection présidentielle qui approche à grands pas maintenant. Il ne fallait pas débrancher les tuyaux juste avant le premier tour, ça aurait été un peu périlleux pour le président de la République, le candidat. Mais comment vous voyez les choses à 6 mois, 1 an, 2 ans, comment le marché de la restructuration, est-ce que, avec maintenant en plus le nouvel élément qui n'est pas des moindres, la guerre en Ukraine, je voulais avoir votre avis, même si je sais que c'est plutôt un avis d'économiste. Alors, Beaucoup de questions. commencer sur la conflictualité. Ouais. Pour commencer, est-ce qu'en Allemagne, on a... Est-ce que vous aussi, les médias en Allemagne, en Italie, sont aussi intrusifs, on va dire, dans les procédures collectives? En Allemagne, il y a une tendance similaire, on peut dire cela. Pas tellement comme en France, parce qu'ici, c'est quand même plus conflictuel. Mais les experts de communication sont de plus en plus présents. Il faut quand même distinguer entre deux formes de communication. Là, c'est une communication obligatoire, annoncement ad hoc announcement pour les entreprises cotées en bourse. Et l'autre, c'est plutôt pour les médias. Ouais. Là, c'est la question pour les juristes, ouais, les annonces ad hoc. Et l'autre, c'est pour les experts comme vous, qui sont beaucoup plus présents dans les dossiers aujourd'hui qu'il y avait 5 ans, 6 ans, peut-être. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'en Italie, c'est un peu moins conflictuel, il y a moins une attention un peu moindre aux salariés. Et je pense que les médias sont prêts à se donner des nouvelles plutôt sur les très grosses opérations, quand il y a vraiment, sur les gros groupes connus italiens, mais pas pour les opérations moins importantes ou les groupes d'une dimension moindre. Mais je pense que c'est moins conflictuel qu'en France. Je pense que vous avez raison. Vous avez un boulevard, hein, comme on dit, hein, devant vous. Parce que ce que j'observe, c'est que vous avez des entreprises qui doivent fermer et ce n'est pas accepté qu'on ferme. Je pense que c'est le couperet qui tombe et une entreprise doit mourir et on ne veut pas accepter ça. Et en France, après, on se bat. Et on se bat avec tous les moyens possibles et que la question qui se pose, est-ce qu'on accepte la vente d'une entreprise à quelqu'un qui la reprend, qui reprend uniquement la moitié des salariés. Et si vous regardez les dossiers emblématiques qui retiennent l'attention des médias, c'est chaque fois les dossiers dans lesquels il n'y a en réalité pas d'espoir. Absolument aucun espoir. Et pourtant, on entretient une fausse espoir parce que, voilà, ça c'est une bonne partie de dossiers qui sont des dossiers à très gros problèmes sociaux, dans les zones désertiques où vous avez des entreprises qui ferment, où vous avez vraiment une attention parce qu'il n'y a pas rien d'autre. Vous avez des entreprises qui ferment et que vous avez toute une région qui est impactée
Ça intéresse les médias et il faut impacter en quelque sorte et accompagner, comme on dit, socialement l'atterrissage, et ça prend du temps. Et vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, il faut les règles. Alors, est-ce que le droit peut améliorer cette situation? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que c'est vraiment c'est vraiment, moi je suis allemand, donc je suis en France depuis maintenant une trentaine d'années, donc je compare un tout petit peu. Je pense que c'est très difficile d'appliquer des règles juridiques à des cas d'espèce où on a le sentiment que c'est une injustice qui va en résulter. Et donc, en Allemagne, on applique la loi, et puis c'est tout. Tout le monde l'accepte. Tout le monde l'accepte. Et on applique la loi. C'est comme ça. En France, on remet en question la loi. On veut la changer. Et donc, on dit, voilà, le juge doit corriger ses imperfections, ou le législateur doit corriger ses imperfections, regardez Petroplus. En Petroplus, vous avez en Petroplus une loi qui a été votée à l'unanimité anticonstitutionnelle pour exproprier les pauvres Suisses qui avaient du pétrole. Il fallait absolument donner les pétroles qui étaient dans les cuves pour financer un plan social qui n'avait aucun sens. Et on a exproprié les Suisses. Exproprié. Et Petroplus, cette loi n'est pas passée au Conseil constitutionnel parce qu'elle a été votée par l'unanimité. C'est un circonscription de Fabius que s'est passé à Rouen et que tout le monde, comme un seul homme, a voté la loi Petroplus. Et elle n'est pas été contrôlée par le Conseil constitutionnel, elle ne sera jamais. Elle n'est pas constitutionnelle, cette loi. Et elle a été faite, une loi de circonstance. Vous regardez les d'autres lois de circonstance qui ont été faites de la même manière. Voilà. Donc je crois, on n'accepte pas en France la loi du marché, parce qu'on n'accepte pas au fond le marché. Voilà ce que je crois. Et c'est pour cette raison-là que le communicant doit impacter en termes de message, et vous avez de plus en plus de boulot à faire, parce qu'il y a une transition qui se fait, industrielle, financière et autres, qui va impacter un certain nombre de... Regardez les sous-traitants auto, ils vont tous disparaître. Ce sera un métier différent. Et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et donc, voilà ce que je crois. Et donc, la deuxième question que vous avez posée sur ce qui va se passer, personne ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu avec une perfusion. C'est comme un malade qui se perfusion, vous voyez. Et à un moment donné, vous donnez de plus en plus de morphine et qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'arrêter. Et que le malade, malheureusement, va mourir par la suite. Donc, je pense que la politique économique qui consistait à remettre de l'argent, beaucoup plus d'argent, toujours d'emprunt, à des taux qui ne sont pas des taux du marché, cette politique-là, elle nécessairement arrivera à un terme. Et une fois que vous arrivez à un terme, les gens qui sont habitués à cette subvention indirecte, ils vont avoir du mal à s'en remettre. Et je ne pense pas que les entreprises ont mis de l'argent de côté pour affronter ce choc. Et donc, voilà ce que je vois. Et donc, si vous voulez, c'est comme dans la Bible, avec les vaches maigres et les vaches... Vous voyez. Donc, vous avez des années qui sont des années profitables, et on ne met pas de l'argent de côté pour affronter des années un peu difficiles. Et je pense qu'on a trop consommé, on n'a pas mis de côté. On n'a pas mis sous le matelas. Et donc, je pense que le réveil, ça va un peu dur. Et ça sera compliqué à gérer politiquement. Pour conclure, car il va falloir qu'on rende la salle, malheureusement, on avait une dernière question qui nous venait sur Zoom concernant l'ESG, la prise en compte de ces problématiques dans les business plans pour la restructuration, peut-être de manière plus générale, au-delà. Aujourd'hui, on reste dans une approche très du chiffre. Ce qui compte, c'est de sauver ce qui peut l'être, l'entreprise, l'emploi autant que possible. Est-ce que, à terme, en tout cas, on peut imaginer
des prises en considération d'objectifs annexes. Alors, on sait que cette dimension existe potentiellement dans l'objet des entreprises. Il y a une certaine perfusion petit à petit. Est-ce que cette matière pourrait finir par être impactée? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse peut être non. Je ne suis pas certain. Très franchement, je ne suis pas certain. Je pense que c'est comme un malade à l'hôpital qui est en difficulté. Je pense que c'est un luxe de s'interroger sur un objet social pour savoir si on peut faire autre chose que de servir une division de l'actionnaire et qu'il y ait d'autres considérations à prendre en considération. Je pense que lorsqu'on est dans l'hôpital, on n'a pas ce luxe-là. Il faut juste sauver l'essentiel. Et je pense que j'ai le sentiment que ces éléments-là n'entrent pas en ligne de compte lorsque vous êtes en train de parler vraiment d'un malade en grande détresse qu'il faut sauver. Voilà. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Oui, c'est une question de priorité. Voilà, pour le coup, c'est des aspects qui sont très intéressants et très exploités pour les sociétés immobilistes, pour les sociétés en difficulté, en grande difficulté. Voilà, un grand malade, on ne va pas s'interroger sur des aspects qui sont effectivement toujours plus. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. Même souvent dans des appels d'offres, les sociétés doivent prouver toutes les mesures qu'elles mettent en œuvre, etc. Les cabinets d'avocats aussi, parfois, dans les... Et je pense que dans le restructuring, ça me paraît... Bon, je ne dis pas non, mais ça paraît difficile, je suis un peu sceptique. Je suis d'accord. Et ce qui peut vous intéresser, que probablement, la protection d'emploi n'est même pas un des objectifs d'une procédure collective. C'est pas relevant. C'est vraiment Bon, bah alors peut-être. Ouais, cas-là, non, je dis dans la loi. C'est vraiment c'est pour les créanciers, ce qu'ils reçoivent. Et la protection ou la conservation d'emploi, ce n'est pas un des objectifs. Et l'administrateur ne doit pas tenir ça en compte comme objectif principal, sinon, au contraire, toujours le recovery des créanciers. C'est dans un monde protestant, attention. Ouais. On termine sur un constat de vraie différence entre la France et l'Allemagne, manifestement. Oui. Nous, on n'a pas de Syrie. Ouais. Moi, je me rappelle, lorsque Continental était en train de fermer, en France, on est allé voir Sarkozy, qui avait appelé Merkel pour que Continental ne ferme pas Pierre-Roy. Et Merkel ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi Sarkozy l'appelle pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. C'était absolument... Il y avait aucune compréhension de la part d'Angela Merkel pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, sauver 1000 salariés de Continental, un groupe qui était en bonne santé financière, qui a fait l'arbitrage entre la Roumanie et Claireroy, en disant que bon, on va faire avec Claireroy parce qu'en Roumanie, on va produire les mêmes pneus moins chers. Et pour elle, c'était normal, tout à fait normal. Et elle ne comprenait pas. Des discussions ont été menées pour essayer de négocier le fameux plan social. J'ai indirectement participé et c'était absolument incroyable. La France a envoyé un haut responsable du ministère de l'Industrie pour négocier avec Continental un plan social qui était acceptable pour les salariés. Parce que ça posait des problèmes, sinon ils allaient tout casser. Donc, ils voulaient avoir au minimum une prime extra-légale, parce qu'en France, on parle uniquement du extra-légal, c'est-à-dire qui n'est pas pris par les textes. Donc, il fallait avoir les 50 000 € extra-légal pour chacun des salariés, plus un plan, etc. etc. Et le gouvernement allemand ne comprenait pas comment on pouvait s'engager dans ces discussions sur ce thème-là. C'était incompréhensible. Pardon, la différence, c'est peut-être... C'est pas plutôt à quel niveau politique, parce que là on parle du gouvernement fédéral, mais je sais pas, il me semble me rappeler que dans diverses crises sociales ou de l'emploi en Allemagne au niveau régional, les ministres présidents mouillent la chemise
Je pense qu'il y a moins de détachement qu'on peut avoir au niveau de la chancellerie, ou du ministère des Finances, etc. Ici, en effet, on a un niveau intermédiaire et un peu moins. Mais enfin, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais je pense que du Mecklembourg à la Bavière, je pense qu'il y a des ministres-présidents qui vont dans les usines. Mais ça se fait beaucoup dans les médias. Hein. Ils sont très présents pour les médias, ils luttent pour l'entreprise et pour la conservation des emplois. Certainement, ça c'est juste ce que vous dites, mais pas avec l'argent. Il y a l'exception Air Berlin. Dans Air Berlin, ils ont mis en place une garantie. Ouais, ça c'était un scandale. Un scandale dans la Bild-Zeitung qu'on ne peut pas s'imaginer. Une chose qui, ici, serait peut-être un peu normale. C'est un sauvetage de Air Berlin. Vous vous rendez compte? Air Berlin est une société comme si Air Inter autrefois, donc on la subventionne pour essayer de faire en sorte qu'elle continue à pouvoir voler avec ses avions. Et donc la seule chose qu'en France, enfin, c'est pas possible. En Allemagne, ça fait un scandale. Hein. Ça faisait un scandale politique. Ouais. On va poser la question pour l'Italie, pour l'État italien, je sais pas. Pas malade. Bien, écoutez, il est presque 9 heures. Merci beaucoup, encore une fois, pour ces interventions, pour les échanges qu'on a pu avoir. Merci à vous d'avoir été présents dans la salle et je remercie à distance les personnes qui nous ont suivis par Zoom. Donc, comme je le disais en début d'intervention, tout le monde n'était pas là. On va diffuser prochainement la captation de cette intervention. Donc, vous pourrez vous y reporter ou en assurer la publicité pour donner le maximum d'écho à tout ce qui a été dit ce soir et qui est effectivement très éclairant, très intéressant sur les convergences, mais finalement quand même beaucoup de différences d'approche, notamment des différences culturelles entre nos trois pays. On aura peut-être l'occasion dans quelques années de faire un point. Il y a de toute façon déjà, ça commence à être l'habitude, un point quinquennal dans la directive. On aura donc sans doute l'occasion d'en reparler. Merci à tous. Merci. Merci.